Bonsoir à tous. Ces derniers mois ont été assez surprenants, mettant en lumière la place des catholiques dans la vie politique de notre pays. Avec la loupe médiatique qu'on connaît, plus ou moins déformante, avec des propos riches et intéressants, d'autres plus désagréables, peut-être qu'on y reviendra dans cette émission. Il y a aussi le contexte électoral, électrique et des débats vifs sur la laïcité, la place des religions, l'islam politique, la menace terroriste qui n'a jamais été aussi forte, nous a rappelé aujourd'hui le Premier ministre, l'accueil des migrants, et puis il y a bien sûr les enjeux autour de la famille et du mariage dans une société où les fondements anthropologiques ont été volontairement ébranlés, sans oublier les défis économiques. Rappelons que le pape François ne cesse de rudoyer l'économie, notre système en tout cas, de l'exclusion et de la disparité sociale qui tue, ce sont ces mots. Alors, pour les catholiques engagés en politique, assurément la tâche est rude. Pour notre pays, les semaines, les mois, les années qui passent sont décisives. Plusieurs élus chrétiens ou chrétiens engagés en politique ont eu l'audace de répondre à notre invitation ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter dans un instant. En même temps, il faut être honnête, c'est difficile de résister à la tentation de venir dialoguer avec le cardinal 23 sur cette question, l'engagement en politique. On espère, sans langue de buis, je rappelle, Éminence, que l'archevêque de Paris, par tradition, est un acteur important des relations entre l'Église et l'État au sein de notre pays. Il est à Paris. Il est à Paris, donc il a des interlocuteurs, oui. Je vais présenter nos différents invités ce soir. Jacqueline Pavilla, vous êtes première adjointe au maire de Saint-Denis. Vous avez en charge les solidarités, le développement social et le grand centre-ville. Vous êtes affiliée au groupe Front de Gauche depuis 2008. Vous êtes mère de famille, originaire de la Guadeloupe. On peut signaler également que vous avez été engagée au service national pour la pastorale des migrants au sein de la Conférence des évêques de France. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, un engagement pas toujours facile au quotidien, mais un engagement aussi riche et avec l'idée toujours d'apporter un peu d'espérance aux personnes avec qui on côtoie tous les jours. Vous êtes mariée, maman de 2 enfants. Je présente aussi Hélène Roy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes conseillère municipale de Dijon, déléguée à la culture et à la musique. À Dijon, évidemment, c'est l'équipe de François Rebsamen. Vous êtes encartée au Parti Socialiste et membre des Poissons Roses. Il faut nous redire un mot de ce mouvement. Les Poissons Roses, il y a une base de militants du Parti Socialiste, mais catholiques, chrétiens. Et notre fondamental, c'est le personnalisme, c'est-à-dire l'idée de défendre que nous ne sommes pas des individus, mais des personnes reliées les unes aux autres. Et ça change tout. 2 métiers, vous êtes pharmacienne, vous avez été d'ailleurs 6 ans présidente de la chambre syndicale des pharmaciens de Côte d'Or. Oui. Vous exercez encore d'ailleurs oui, tout à fait. à Dijon. Vous êtes également musicienne et longtemps dans un groupe de musique liturgique écuménique. Vous êtes mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Ça permet un peu de comprendre qui vous êtes. Ambroise Savatier, bonsoir, merci d'être là. Vous avez 25 ans, vous êtes jeune père de famille. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général du groupe Front National à la région des Pays de la Loire. Vous êtes diplômé en droit public, en philosophie. Vous avez fait vos débuts en politique dans les rangs de la Manif pour tous. Absolument, j'ai passé 2 ans de militantisme actif dans le combat pour la famille. Et ce militantisme a débouché sur un engagement plus politique, électoral, au sein du Front National, au service d'une candidate qui, à mon sens, est la seule à même d'affronter les défis du XXIe siècle. Bon, on verra si les autres invités sont d'accord. Arnaud Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vous êtes conseiller municipal à Meudon. Vous êtes vice-président aujourd'hui de Sens commun au sein des Républicains. Peut-être vous pourriez préciser aussi la proposition de Sens commun pour qu'on puisse bien vous identifier, encore une fois. Alors, Sens commun est un mouvement donc, au sein des Républicains qui a été fondé fin 2013 dans le contexte social des manifestations contre le mariage pour tous. Voilà, donc tout adhérent Sens commun et membre des Républicains. Marié, père de 3 enfants, cadre dans l'aéronautique. Vous aussi, la Manif pour tous a été déclencheur de votre engagement politique ? Oui, tout à fait. Alors, comme un bon nombre de Français, j'ai manifesté. Et en fait, ça a été le lieu pour moi d'une prise de conscience de la nécessité de s'engager en politique. Donc, je me suis engagé en politique
au moment des municipales. Et en parallèle, il y avait le mouvement Sens commun qui se lançait et que j'ai rejoint au départ. François Mandil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, militant écologiste, ancien membre du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez également été conseiller municipal à Pontarlier en Franche-Comté. Au fond, vous, cet engagement militant, il s'enracine de longue date, hein. Il s'enracine de longue date, oui. J'ai eu la chance d'avoir différentes influences et rencontres au cours de ma jeunesse qui font que un jour, voilà, à 18 ans, 15 ans, j'ai eu envie de m'engager pour changer le monde et pour y participer. C'est en partie par les mouvements de jeunesse, en partie par mes lectures et puis en partie parce que j'ai eu la chance de rencontrer des accompagnateurs spirituels qui m'ont permis de bien comprendre et de vivre les évangiles. Je le signale parce que peut-être on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Cela décrit aussi un peu la nature et la manière dont vous vous engagez. Vous avez été condamné pour fauchage d'OGM déjà ? Oui, oui, effectivement, j'étais condamné pour fauchage d'OGM en 2008. Puis suite à ça, j'étais condamné parce que j'ai refusé le fichage ADN. Ça prenait la suite. Et effectivement, ça n'a pas été une décision simple à prendre, mais voilà, ça fait partie d'un cheminement et d'une volonté de m'engager. En tout cas, il y a une belle diversité de convictions politiques sur le plateau et on va voir si eh bien, les catholiques peuvent effectivement débattre sans langue de buis tout en conservant cette bienveillance. Peut-être on commence avec vous, éminent, sur un premier regard sur la situation de notre pays et la vie politique de notre pays. On voit à la fois ce qui agite les médias, la campagne électorale, les affaires, les inquiétudes aussi, les grands débats. Quel est votre regard ? Tout d'abord, je voudrais dire que je trouve significatif que l'échantillon de vos invités non seulement représente différentes options politiques, mais représente aussi différentes générations. Et ça veut dire quand même, premièrement, que quand on cherche, on trouve, c'est-à-dire que une vision du catholicisme qui serait un phénomène de vieillard ne correspond pas à la réalité. Et deuxièmement, que la génération plus jeune, enfin mettons les quadragénaires qui sont là, ne se désintéresse pas de la chose publique et de l'engagement communautaire, ce qui est un élément très important pour l'avenir de notre pays. Et je pense que c'est intéressant de souligner ça précisément parce que sous le torrent des informations continues et des réseaux sociaux, on a le risque de voir se caricaturer la société française comme une sorte de société dans laquelle finalement tout le monde s'en fout. Voilà. Chacun essaye de trouver ce qui l'intéresse, de trouver sa place, de trouver ce qui lui garantit la tranquillité, mais personne n'accepte de s'occuper de la chose commune. Or, ce qui est l'essence même de la vie en société, c'est des gens qui acceptent de se préoccuper de la chose commune. Alors, je pense que c'est important pour tout le monde de prendre conscience qu'aujourd'hui, dans notre société, la manière de comprendre la vie des gens ne correspond pas à ce qu'on nous montre. Qu'il y a des gens qui prennent conscience de problèmes réels et qui essayent de faire quelque chose. Arnaud Leclerc, peut-être un mot sur votre regard, sur le contexte électoral dans lequel on se trouve, la manière dont on le traite. Je rebondis sur ce que dit le cardinal 23. Effectivement, il y a une certaine vitalité, je pense, dans le contexte politique en France, avec des jeunes qui s'engagent. Néanmoins, attention, parce que, effectivement, le contexte de la primaire, tout d'abord, de la droite, qui a été assez violent, notamment entre les deux tours, et maintenant, avec les
la polémique qui a été soulevée il y a plusieurs jours, autour de François Fillon. Quelles sont les intentions de ces polémiques et justement, on a une responsabilité à avoir, les médias, les politiques, pour ne pas nourrir le rejet que beaucoup ressentent déjà vis-à-vis de la politique et qui se manifeste en particulier par un abstentionnisme qui ne cesse de croître depuis des années. Donc ça, c'est quelque chose qui est très interpellant, je trouve. Oui, vous parliez de la jeunesse et effectivement, c'est sûr que la jeunesse s'intéresse énormément aux faits politiques, mais dans le même temps, elle vote très peu. Alors, j'allais dire, on est presque mal placé ici parce que nous sommes des militants politiques et on a peut-être un peu de mal à le comprendre. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a une défiance. Alors, moi, je pense que ce qui nourrit la défiance, c'est pas le fait de parler des affaires, c'est le fait qu'il y en ait des affaires. Oui. Et ça, c'est peut-être qu'on a aussi une génération qui évolue et que certains, on peut avoir du mal à comprendre que les choses évoluent, qu'on a besoin qu'il y a une envie de plus de transparence. Mais en tout cas, alors je travaille pour une association de jeunesse et on se rend compte que les jeunes ont envie d'avoir un regard positif sur l'avenir et en même temps en étant relativement pessimistes. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Oui, c'est possible, mais ça fait partie des contradictions de l'existence. Sur tous les sujets qu'on peut aborder, on pourrait dire la même chose. Si vous faites un micro-trottoir sur la solidarité, tout le monde est pour la solidarité. Si vous demandez à quelqu'un à quoi il est prêt à renoncer pour aider les autres, il dit rien du tout. Tout le monde est pour l'écologie, sauf que personne ne veut changer son mode de vie. Donc on est vraiment dans la contradiction humaine, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'être d'une empathie pour une vision positive du monde et pour travailler à cette vision positive du monde et la résistance à sortir de notre situation particulière pour travailler avec les autres. Mais ça, c'est perpétuel, enfin, je crois. Ouais, c'est vrai, je me dis, si on ne regarde pas quand même notre société avec un regard de foi aujourd'hui, on peut comprendre toutes les personnes qui sont découragées, qui rentrent dans cette relation un peu de méfiance. Parce que quand on regarde le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas... ça ne donne pas envie aux personnes, hein, quand on regarde que ce soit au niveau national, en termes d'exemplarité, quand on regarde un peu, même au niveau national, ce qui se passe mondial, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se passe, tout ce qu'on a entendu par rapport aux migrants, ça donne vraiment envie d'être un peu... ce repli un peu sur soi qu'on observe sur le terrain. Et c'est vrai que si, en tout cas pour moi, et je pense que des élus chrétiens que nous sommes, nous nous engageons, c'est essayer justement d'apporter une nouvelle voie en disant que justement on ne peut pas s'en sortir seul aujourd'hui et ce n'est pas lorsqu'on se replie sur soi. C'est pour ça que des fois... j'ai du mal aussi avec des partis ou des mouvements qui a un peu cette ligne ou cette théorie du repli sur soi. Voilà, pour moi, c'est que dans les difficultés qu'on a, moi qui suis élue en charge de la solidarité, je rencontre des personnes tous les jours sur le terrain qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes, la question de la précarité qui augmente dans notre pays. Et on se dit, comment on doit relever ces défis-là. C'est vraiment une question permanente pour moi comme élu. Mais alors, il y aura déjà quand même, je trouve, qu'il faudrait au moins qu'on se pose une question par rapport à ce que vous dites là, ou à ce qu'on disait avant, c'est finalement, qu'est-ce qui fait que des gens ordinaires, comme vous et moi, enfin des gens qui vivent comme ça, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils basculent, c'est-à-dire ils disent,
ça suffit, il faut que je fasse quelque chose. Donc vous avez évoqué l'un ou l'autre, vous avez évoqué des étapes dans votre prise de conscience, mais ça veut dire, est-ce que, mettons, votre enracinement ou votre éducation ou votre culture chrétienne fait que vous avez été entraîné à passer à l'action, c'est-à-dire pas simplement à avoir un regard critique ou un regard idéologique sur la situation, ce qui est légitime aussi, mais vous avez dit à un moment, si je veux que quelque chose change, il faut que moi je fasse quelque chose, parce que tous autant que vous êtes, les engagements que vous avez pris sont des engagements finalement coûteux en termes de vie personnelle, en termes d'équilibre de vie, en termes de vie de tous les jours. Et ça veut dire c'est un pas de générosité. Est-ce que ce pas de générosité il s'enracine dans votre foi chrétienne ou c'est simplement parce que vous êtes séduit par la perspective d'être sur une liste? Mais vous vouliez dire quelque chose? Oui, en ce qui me concerne, quand il y a des difficultés, je me dis il faut aussi chercher la solution pour tout le monde, c'est-à-dire pas seulement pour soi-même. Mais moi, je suis quand même plus optimiste, d'abord parce que je constate tous les jours tout ce qui est fait de bien par beaucoup de monde. On met, près de la pharmacie, il y a, vous savez, les panneaux que les journaux ont. Et tous les matins, je regarde, mais c'est toujours pessimiste. C'est rarement quelque chose de bien. C'est un incendie, c'est un problème criminel. C'est toujours présenté d'une façon pessimiste. Or, plein de choses sont formidables. Les gens, dans le quotidien, font des choses formidables. Et moi, je suis pleine d'espérance. Je vais rebondir sur les propos de ma voisine. Jacqueline Pavillon. Jacqueline. Vous avez parlé de crise du lien social. Donc je vous rejoins tout à fait sur ce constat, mais je pense que au lieu d'accuser les conséquences, il faudrait déjà viser les causes de cette crise du lien social. Il ne faut pas oublier qu'on a obligé des peuples à vivre ensemble alors qu'ils ne l'avaient pas choisi, alors qu'ils ne voulaient pas vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que certaines formations politiques qui ont été aux manettes ont participé à une construction européenne au développement d'un marché unique qui a appauvri les peuples. Forcément, ces délitements suscitent un besoin de proximité, un besoin d'enracinement et un besoin de limite. Un besoin de limite. Oui, non, certainement que la réaction que vous décrivez est certainement éprouvée comme ça par les gens, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas ce qui est compréhensible, une très grande expérience historique. Parce qu'on a toujours vécu avec des gens qu'on ne choisit pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une inauguration nouvelle. Oui, mais ce qui est nouveau, ça n'est pas que nous soyons confrontés à des gens différents. Ce qui est nouveau, c'est que notre expérience collective, notre expérience sociale, oblige beaucoup de nos concitoyens à vivre dans l'isolement. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des phénomènes étranges ou étrangers, mais sans avoir la ressource de leur propre enracinement. Et donc, à ce moment-là, ils se sentent comme des individus exposés à une menace. Mais ça, c'est la transformation de notre société. Comment vous voyez, puisque vous êtes enraciné dans les terres de l'Ouest, vous voyez comment le passage de la communauté, non seulement la communauté villageoise, mais même la petite communauté urbaine de quelques milliers d'habitants, où tous les liens se recoupent et se confrontent, permet à des gens d'assumer une confrontation
quand ils sont arrachés à cette communauté et projetés dans une société où ils n'ont aucune racine. Ils vont se retrouver dans des banlieues d'agglomération où ils sont complètement perdus. Et à ce moment-là, on dit, le danger, c'est les autres. Mais le danger, c'est d'abord aussi que nous n'avons pas nos ressources humaines suffisamment vivantes pour accueillir et discuter avec les autres. On est dans une sorte d'isolement où on éprouve le danger d'une façon extraordinaire. Mais peut-être aussi parce que cette immigration, on nous l'a imposée. Oui, mais ça, la ville nous l'impose. Voilà. Si vous croyez que le milliard d'Africains qui est sous le Sahara va attendre que vous soyez prêts pour venir, vous vous trompez. Ils viendront de toute façon. Je crois on que n'arrête toute pas. société humaine est dotée d'un capital civil. Oui, C'est-à-dire d'un lien de confiance, oui, un lien de justement, solidarité qui est spontané et naturel. Si elle vit pas de ce capital. C'est justement, ce lien est spontané et naturel au sein d'une communauté nationale quand elle est homogène culturellement. Quand on abolit toutes les frontières au sein de l'espace Schengen, par exemple, et qu'on laisse une immigration massive pénétrer et s'installer sur le territoire français, il se passe deux choses. Dans un premier temps, le pays d'accueil, la population qui accueille ces étrangers, commence à se méfier effectivement de ces populations qui débarquent en masse, qui parfois viennent de cultures antagonistes. Les musulmans ont une religion des mœurs visibles, hein, c'est une culture qui est très différente de la nôtre. Ils commencent par se méfier non seulement de ces populations, mais pire encore, la deuxième étape, c'est qu'ils finissent par se méfier d'eux-mêmes, entre eux. C'est-à-dire que moins il y a de frontières à l'extérieur, plus il y a de barrières à l'intérieur. Et depuis... J'aimerais bien faire réagir les uns les autres, Ambroise, et puis après, Éminent, si vous voulez... Moi, je veux, en tout cas, enraciner dans l'Évangile et dans la pensée sociale de l'Église, lorsque nous parlons du bien commun, c'est le bien commun universel. Donc, moi, je partage aussi cette espérance-là, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on nie aujourd'hui les problèmes que nous avons. On a des problèmes et c'est un vrai défi pour les relever aujourd'hui. Mais je me dis, ce n'est pas lorsqu'on va faire une préférence nationale qu'on va s'en sortir. Aujourd'hui, quand on regarde notre monde est en difficulté. Beaucoup de pays le font. Bon, voilà, alors, et donc c'est... sur ces questions, moi, la ville de Saint-Denis où j'habite depuis 35 ans, quand on regarde l'histoire de cette ville, elle s'est construite par l'arrivée des migrants. Alors ça a été les premiers migrants qui étaient les Bretons, après les Auvergnats, des migrants internes, mais après ça a été effectivement les Italiens, les Espagnols et puis plus tard les Algériens. Et c'est ça qui fait... que cette ville est une ville aujourd'hui populaire, une ville métissée. Après, ça ne veut pas dire que devant les problèmes économiques qu'on a aujourd'hui, c'est pourquoi la question du logement, la question du travail, qui sont des fondamentaux de notre pays, on n'arrive pas à relever, fait que justement il y a des clivages. Alors je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on regarde les problèmes aux bons endroits, parce que c'est cette misère qui fait pointer effectivement les personnes qui sont les personnes étrangères dans notre pays. C'est mon point de vue. Je siège pour la ville de Dijon à l'Association européenne des sites clunisiens. Oui. Eh bien, c'est extraordinaire de voir qu'il y a 1000 ans, les monastères, les églises clunisiennes étaient sur toute l'Europe. Bien sûr, oui. Donc en fait... disons, les communications entre les peuples ont existé depuis toujours. Et la Bourgogne était un lieu de passage, donc depuis les Romains jusqu'à nos jours. Voilà. Mais ça n'a pas empêché de faire une guerre civile avec eux. Oui, tout à fait. Je crois que, enfin, j'espère qu'on pourra parler d'autre chose que. Alors, je suis désolé, mais pour moi, c'est d'abord l'idée d'une communauté nationale homogène qui aurait toujours été homogène. Pour moi, ça relève du fantasme. Je crois que
enfin, en tant que chrétien, il me semble que le Christ est venu pour tous les hommes et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître la dignité de chaque personne dans la personne qui est là et qui est en détresse. Je me permets juste de dire, à titre personnel, alors c'est peut-être qu'une anecdote, mais si le Front National avait été, ou si les idées du Front National avaient été majoritaires en France il y a 40 ans, ma mère n'aurait jamais rencontré mon père musulman, turc, et ne lui aurait jamais pu lui faire rencontrer le Christ. Voilà, et je ne serais pas là aujourd'hui, et donc voilà, bref. Peut-être, parce qu'il y a différents autres dossiers, mais peut-être un mot sur cette problématique des migrants, on voit bien, qui préoccupe. La problématique des migrants, c'est quand même d'une simplicité biblique. Plus on avance dans j'allais dire, la globalisation de l'information et de la culture, plus on perçoit, on connaît, on sait. Quand Christophe Colomb est parti aux États-Unis, il ne savait rien du tout, il ne savait même pas où il allait, il ne savait pas où il était arrivé. Bon, donc, et ils se sont trouvés devant des êtres bizarres dont ils se sont demandé si c'était des hommes. Mais on n'est plus dans la situation de Christophe Colomb, on sait tout ça. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que notre héritage culturel marqué par le christianisme nous aide à avoir une vision originale sur la rencontre des cultures, ou bien on est exactement comme des salafistes de Syrie qui ne comprennent le monde que comme eux. Et quand ils voient des gens différents d'eux, ils disent c'est Satan. Bon, alors très bien. Mais moi, je ne pense pas que le Christ nous a entraînés dans cette direction. Il nous a entraînés dans une direction différente. Et si l'Europe a acquis un peu de dimension universelle au cours des siècles écoulés, c'est précisément parce qu'elle a été marquée par cette conviction qu'elle était porteuse d'un message qui concernait l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, le pape Benoît XVI, à une occasion, je ne me rappelle plus quelle occasion, j'avais parlé avec lui, et il m'avait dit « L'avenir du monde dépend de la manière dont l'Europe va évoluer. » Parce que l'Europe a été le creuset d'une vision universelle du monde. Les cultures africaines ou les cultures asiatiques n'ont pas cette vision universelle. La vision de l'Empire chinois, c'est la muraille de Chine. La vision des cultures africaines, c'est la culture ethnique. Mais avoir une vision de l'homme qui transcende les cultures et les races, c'est une originalité européenne. Et je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on est capable de le faire facilement. Mais je veux dire que si nous renonçons à ce qui est notre originalité, alors on est comme un territoire vide que tout le monde peut venir occuper. Reste après à gérer politiquement pour les élus l'accueil. Pas seulement pour les élus, pour tout le monde. Il reste à gérer, pas seulement politiquement, il reste à gérer humainement, concrètement. Voilà, je pense, c'est un exemple très, très simple. Hein, le gouvernement de M. Valls a pris une mesure radicale par rapport à la jungle de Calais pour des raisons humanitaires évidentes, parce que ça devenait un foyer de misère, de maladie, etc. Bon, on a tout nettoyé, bon. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'adolescents qui traînent sur ce terrain. Voilà. C'est pas les élus qui sont en cause, c'est l'humanité. Et les élus aussi. Eh ben, les élus aussi. Mais... C'est eux qui leur ont proposé. Ben oui, mais c'est nous qui sommes en cause. Juste sur cette question-là aussi, il me semble que les élus, enfin, et notre pays, doit aussi faire preuve, alors à la fois de responsabilité dans
dans l'accueil des populations étrangères, mais également de la responsabilité qu'on a dans la situation que vivent ces migrants. Bien Donc sûr. aujourd'hui, on a une responsabilité énorme dans ce qui se passe au Moyen-Orient, dans les conflits qui sont en cours, et on s'interroge peu, du coup, sur les causes des conséquences qu'on arrive Bien sûr. pas très bien à gérer. Bien sûr, c'est sûr. Je voudrais que vous disiez un mot, Arnaud Leclerc, parce que c'était, je crois, à peu près l'année dernière, à la même époque. Pour passer à un autre dossier, mais puisque vous parlez des chrétiens d'Orient, la région Île-de-France avait souhaité manifester son soutien aux chrétiens d'Orient, et il y avait en quelque sorte eu un débat politique au sein du conseil régional pour savoir s'il était possible de garder ce terme chrétien d'Orient. Ça dit quelque chose de notre difficulté dans la vie politique aujourd'hui, de parler des chrétiens, de donner une place aux chrétiens. Oui, donc ça vient directement poser la question de la laïcité aussi, et de notre relation à la religion dans l'espace public. Et on l'a revu récemment, après que François Fillon ait dit qu'il était chrétien, entre autres. Oui, donc l'année dernière, il y a eu un débat au sein de la région qui, dans un contexte justement très interpellant, très préoccupant, a souhaité signifier qu'elle allait regarder différents projets à aider pour donc soit financer en France, mais également sur place, des initiatives pour venir en aide à ces populations qui vivent un véritable génocide, c'est clair. Sur la Mais laïcité, c'est vrai que le simple terme de l'emploi du mot chrétien a tout de suite généré une cristallisation politique, mais qui était déconnectée de la réalité du problème. Et ça, c'est aussi ce qui est assez dramatique, étant jeune élu, ça fait que 3 ans que je suis élu, et 1 an à la région, je vois à quel point il est dramatique que le débat, qui est légitime, qui est nécessaire, soit pollué par des postures. Et donc, au prétexte qu'on appartient à tel ou tel parti, on s'interdit de raisonner librement, d'échanger librement, et puis même de faire fi finalement des étiquettes politiques des uns et des autres, parce qu'il est bien évident qu'il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut bosser indépendamment de nos couleurs politiques. Alors moi j'ai un grand respect pour M. Fillon, parce que c'est quand même lorsqu'il était... c'est élu affilié Front de Gauche qui le dit. Alors moi je suis élu de gauche, et, parce que c'est lui qui avait signé la circulaire pour permettre à la communauté antilo-guyanaise de célébrer la journée pour les victimes de l'esclavage colonial. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, dans son approche. Après, j'étais quand même un petit peu surprise, voire choquée, lorsqu'il a dit que le fait que je suis chrétien, je vais pouvoir, parce que je suis chrétien. Je pense que être chrétienne en politique, c'est notre enracinement, c'est une posture, c'est lorsque dans un pays laïque, de mettre en avant qu'on soit chrétien, ça pose quand même un certain problème pour moi. Après, pouvoir discuter ensemble sur ces questions-là, je trouve la laïcité, dès qu'on en parle, aujourd'hui, c'est une difficulté en France. Pourquoi ? Parce que l'islam est quand même au bout de cette question-là. Parce que quand moi je regarde sur Saint-Denis, là où je suis, soit on trouve des associations qui pensent que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et qu'il ne faut pas toucher, il ne faut rien dire sur la religion, sur l'islam. Et puis d'autres qui sont, qui pointent du doigt sur l'islam. On voit les terroristes partout. Et ça, je trouve que c'est cette difficulté-là et cette tension-là qu'on est en France. Comment trouver l'équilibre ? Parce que je pense qu'on doit avoir des regards lucides. On voit qu'il y a des difficultés. On voit parfois des positions d'un islam politique, moi j'ai envie de le dire. Mais comment ? Mais en toute intelligence, on travaille sur ces questions-là. Et voilà, parfois, c'est vrai, comme élus, nous sommes en difficulté là-dessus. Mais je crois que ce que vous soulignez là, c'est vraiment le cœur de la question, parce que avoir une vision dans laquelle il y a une réelle autonomie de la vie sociale par rapport à la religion, c'est une vision chrétienne. C'est-à-dire que la laïcité est le fruit
d'une évolution interne au christianisme qui met un rideau protecteur entre la cité, la gestion de la cité, et le royaume de Dieu, qui n'est pas la cité. Bon. Et donc, après ça prend des formes tout à fait, bon, peu importe. Mais cette idée qu'il y a une ligne qui protège le domaine de la foi de la volonté de toute puissance politique, c'est une idée chrétienne. Il ne faut pas s'étonner que ce ne soit pas une idée musulmane. Donc, si nous ne sommes pas capables de faire fonctionner notre système, il ne faut pas s'étonner que les musulmans fassent fonctionner le leur, qui est précisément au contraire de ne pas faire de différence entre le domaine de la foi et le domaine du gouvernement de la cité. Et les erreurs de manœuvre que l'on voit très bien chez un certain nombre de responsables politiques qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Ils ne sont pas obligés de toujours comprendre ce qu'ils font. Hein. C'est mieux quand même. Hein? Alors, ça peut aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, ils disent, puis, pour réduire l'influence musulmane dans la société, il faut réduire la présence chrétienne. C'est exactement l'inverse. Si on veut équilibrer la présence musulmane, il faut avoir une présence chrétienne forte et consciente de ce qu'elle fait. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître qu'il y a une différence entre le gouvernement des choses de ce monde et le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, comme Jésus nous le dit. Bon, alors donc, que tous les régimes politiques fonctionnent avec le rêve de pouvoir résoudre tous les problèmes de l'humanité, y compris son salut éternel, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Et là, avec l'élection présidentielle, on est dans la pleine saison des sauveurs. Si vous avez aimé l'année de la miséricorde, vous aurez cette année l'année des sauveurs. Ce sera encore mieux. Tout le monde voudra vous sauver, vous protéger, être votre protecteur, le bouclier, enfin tout ce que vous entendez dans les discours électoraux. C'est une vision religieuse de la politique qui ne correspond pas à la réalité. Alors après ça, que François Fillon dise qu'il est catholique, il peut dire aussi qu'il est sartois. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. c'est pas un problème. Ça aurait été un problème s'il pensait que, ou s'il disait que, à partir de dorénavant, le droit canonique s'appliquerait dans la République, mais c'est quand même. Il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit ça. L'État est laïque, mais les individus ne sont pas laïques. La société. Enfin, je veux dire, ils ont une religion ou ils n'ont pas de religion, mais l'État est laïque, mais la société n'est pas laïque. non, la personne ne l'est pas. Justement, parce que comme on parle de la laïcité, il me semble important qu'on en revienne aussi à la façon dont elle a été définie dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Le premier article dit que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Et du coup, ce qui me semble vraiment important de rappeler, c'est l'intérêt de l'ordre public. La laïcité est d'abord un principe de liberté et pas un principe d'interdiction. Et donc, Et en même temps, votre expérience, à vous, en tant qu'élu, quand on sait que vous êtes catholique, est-ce que ça a un impact sur la manière dont vous conduisez, dont vous êtes reconnu dans le débat politique, dans les décisions que vous prenez Moi, à titre personnel, je me présente pas comme catholique quand je me présente. Alors après, il y a l'étiquette du mouvement dans lequel on est qui peut être plus ou moins caricaturée. C'est tout un problème aussi, toujours dans la politique. Mais enfin,
c'est quand même très très important parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de friction, d'ambiguïté. On voit que ça tire de différents côtés sur comment on assume ce principe, et non cette valeur, ce principe de laïcité en France. Et voilà, il faut juste en revenir à ce principe qui est d'abord un principe de liberté et non d'interdiction, là où au contraire certains voudraient s'appuyer sur la laïcité sans trop rappeler ce qu'elle est, pour justifier qu'on évacue le religieux, le cultuel. Et ce qui en plus pose un autre problème, c'est que si on n'accepte pas de considérer les religions pour ce qu'elles sont, en considérant que sous prétexte d'une laïcité, on s'interdit de les regarder dans leur singularité, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et même pour un politique. Juste un petit mot encore sur ce thème. On a l'impression du coup que c'est très simple pour vous qui assumez, entre guillemets, votre foi, de trouver votre place dans vos différentes familles politiques. Est-ce que c'est le cas vraiment? Parce que ce n'est pas forcément les échos qu'on peut en avoir. Moi, j'ai jamais eu... Alors, quand on se représente, quand on décide de s'engager... C'est pas toujours simple pour les quand on s'engage chrétiens en politique, aujourd'hui engagés en politique. En fait, quand on s'engage en politique, l'idée, c'est de servir le bien commun et de servir la collectivité. Et donc, si on sert la collectivité, on parle à l'ensemble des personnes. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme j'allais dire peut-être de pudeur de certains, de dire exactement d'où, quels sont, de quoi est-ce qu'on est nourri spirituellement, intellectuellement, philosophiquement, puisqu'on se présente pour l'ensemble des citoyens. Après, justement, je pense que c'est d'autant plus important pour une famille politique qu'elle soit riche et diverse. Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu aucune difficulté chez les Verts à dire d'où je venais et pourquoi est-ce que je me considérais écologiste. Par contre, ce qui est vrai, c'est que effectivement, c'est pas la première chose qu'on dit, et que quand on le dit, on se rend compte qu'en fait, on est très très nombreux dans ce cas-là. Et ça, c'est amusant. Oui. Mmh. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un problème de liberté aussi. Je dirais avec Voltaire que je me battrais pour que les jeunes femmes puissent porter le voile. Je ne parle pas du voile intégral. Le voile, même si je pense qu'elles ne devraient pas le porter. Parce qu'en fait, on finit par empiler des lois liberticides. S'il faut surveiller comment les gens s'habillent. En plus, il y a des gens qui s'habillent très très mal, qui sont, je ne sais pas, vulgaires, qui sont sexuellement provocants, et puis on ne dit rien. Alors qu'on va gêner... Enfin, une femme qui sera sur la plage... Moi, j'ai eu des personnes dans ma famille qui étaient rousses et qui devaient prendre le chapeau, s'harnacher pour aller sur la plage de façon à ne pas prendre des coups de soleil et brûler. Donc, en fait, ce n'est pas très différent des voiles des musulmanes. Et puis, moi, je me souviens du chanoine Kir, le fameux maire. Il a siégé à l'Assemblée nationale en soutane et à cette époque-là, ça n'a choqué personne. Mais ça, pour le coup, le temps a changé un peu. C'est vrai, mais... Moi, je pense quand même que lorsqu'on est élu et chrétien, dans notre attitude, dans notre comportement, ça doit permettre aux personnes d'interroger les personnes dans notre exemplarité, dans notre manière de faire. Alors, ça ne veut pas dire, après, il y a des lieux. Moi, c'est ma position. Moi, je participe à ce qu'on appelle un relais des élus chrétiens. Je suis aussi en Action catholique ouvrière où je fais révision de vie et je peux dire justement travailler un peu la cohérence des évangiles et de mon engagement. Mais je trouve que c'est par notre attitude et notre manière d'être nous-mêmes qui peuvent amener les gens à s'interroger sur qui on est et pourquoi on s'interroge. Après, l'annoncer, dire je suis chrétien, moi je ne l'ai jamais dit. Parce que je trouve que, voilà, c'est... Après, avec les individus, avec les collègues, on peut parler. Mais lorsqu'on est dans une enceinte ou bien qu'on est en campagne, comme c'était le cas de M. Filon, et de dire que je suis chrétien, moi, ça me gêne. On a compris que ça vous avait gêné. Embrasse un bref mot, et puis on va donner la parole au cardinal. Je ne comprends pas vraiment ces crispations très franco-françaises, en fait, sur les religions et la laïcité. Comme le disait mon voisin, la loi de 1905 est avant tout une loi de liberté. Chacun est libre d'exercer sa religion, et même en public, s'il le souhaite, du moment qu'il respecte l'ordre public. Chacun est libre de se revendiquer d'une foi ou d'une autre. Pour moi, le problème, c'est pas ça. Comme chrétien engagé en politique, je pense qu'il revient à chacun
si la finalité est bien le souci du bien commun, d'examiner les programmes du mouvement pour lequel il milite, de la candidate pour lequel il se bat, et d'examiner dans quelle mesure ce programme est cohérent avec la doctrine sociale de l'Église. Ça me semble primordial si on veut que le combat politique soit en adéquation avec la foi. Moi, je vais juste rajouter une chose à ça, c'est qu'effectivement, l'engagement politique, souvent on s'engage pour des idées, pour des valeurs, pour des convictions, donc on va regarder dans les programmes des uns et des autres celui qui nous correspond le plus. Je crois que c'est important aussi de se dire que l'engagement politique, c'est aussi la façon dont on l'incarne. Donc c'est aussi une attitude, c'est aussi un regard vis-à-vis des autres, ses adversaires politiques. Et c'est vraiment très important et je crois que c'est un des points cruciaux aujourd'hui à développer. Le temps file très vite. Et Milan, je vous donne la parole dans un instant, mais juste pour vous dire et vous préparer, puisque comme le temps file très vite, que vous puissiez préparer une question sur une thématique sur laquelle vous souhaitez chacun tour à tour interroger le cardinal avant de vous faire réagir. Milan, allez-y. Non, moi je voulais dire simplement que peut-être, évidemment, parce que les Français sont plus intelligents que les autres, enfin ça c'est connu à travers le monde, c'est une spécificité française, donc on est capable de faire une guerre civile pour des clopinettes, et de monter au cocotier pour pas grand-chose. Après la loi de 1905, il y a eu la période des inventaires où on allait vider les églises pour pointer les chaises et les prie-dieux, etc. Il y a eu des bagarres physiques, il y a eu des morts. Et Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur, a décrété la fin des inventaires, alors qu'il était un radical pur jus et très fort partisan de la loi de séparation. Il a dit aucun inventaire ne vaut la vie d'un homme. Quand même remettre les choses dans leur dimension. Je voulais dire aussi, parce que quelquefois je pense qu'on a un peu trop tendance à se regarder. Je pense à la période où il y a eu le truc à New York, là, en 2000, le 11 septembre. Le 11 septembre 2001. Et donc à ce moment-là, j'étais archevêque de Tours. J'ai fait une messe pour les gens qui voulaient y participer. Et le préfet est venu en uniforme et il a communié. Ça m'a fait ni chaud ni froid, enfin je veux dire, il était libre. Et sa femme après m'a dit, vous savez, mon mari a beaucoup réfléchi avant de savoir s'il allait communier ou pas communier. Alors je me suis mordu la langue pour pas d'évaluer ce grand moment de réflexion métaphysique. J'avais envie de lui dire, si vous savez, est-ce que tout le monde s'en fout? Mais pourtant, c'est peut-être une question que vous, élus, vous vous posez quand vous êtes représenté. Escalité, oui. Moi, je fais comme le général de Gaulle. Je ne vais pas communier quand je suis escalité. Ah oui, d'accord, oui. Ben voilà, c'est pour ça qu'il se posait la question. Voilà. Je vous propose aux uns et aux autres, du coup, de poser une question sur un des thèmes qui vous serait important par rapport à votre expérience. Et maintenant, vous répondez en quelques mots. C'est un peu une séance de ping-pong sur les questions qui vous resteraient sur le cœur et que vous souhaiteriez poser. Allez-y, Jacqueline Paville. Oui, moi, c'est la question du logement en France, et particulièrement dans nos villes comme Saint-Denis. On a eu le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui, même si après on a plein d'espérances, mais quand même plus de 4 millions de personnes en France qui n'ont pas de logement. Et dans le rapport, il disait aussi, c'est un sujet qu'on doit prendre à bras le corps, quels que soient les élus, quelles que soient les sensibilités, mais la société civile aussi, l'Église. Et c'est vrai, je me dis, comment notre Église peut encore interpeller l'État sur ces questions-là? On va fêter dimanche prochain, on va fêter le centenaire de la naissance du père Joseph Rezensky, le créateur d'ATD Carmont. J'évoque ça parce qu'il a passé sa vie à parcourir les bidonvilles. Ce que vous dites, c'est vrai, mais il faut dire aussi que dans les endroits où il y a des logements vides, il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire,
quand j'étais archevêque de Tours, il y avait des villages qui mettaient des locaux à la disposition des gens. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent? Une fois qu'ils étaient là, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient rien faire. Donc, il n'y a pas de logement en agglomération. Alors, est-ce que toute la vie sociale va se réduire à la vie des agglomérations? Est-ce qu'on va laisser la désertification se développer dans le reste du pays, ou bien est-ce qu'on va être capable d'inventer des petites activités? Arnaud Leclerc, sur la question de la famille, du mariage, un mot? Non, sinon moi j'ai comme question, là nous sommes tous des élus a priori chrétiens. Qu'est-ce que vous attendriez de nous en tant qu'élus? Que vous soyez de bons élus et que tout le monde, comme saint Paul dit dans une de ses épîtres, que tout le monde soit frappé par la bonne qualité de votre gestion. Hélène Roy? On a beaucoup parlé par un moment de l'encyclique Laudato Si, mais on l'a un petit peu oublié en ce moment. Alors je pense que ce serait bien de la remettre en avant et de penser aussi que la pauvreté est un problème d'écologie. Parce que les pauvres ont du mal à être écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que Laudato Si, c'est un signal fort, non pas simplement par rapport à telle ou telle conception de l'écologie, mais par rapport à une vision de ce que le pape appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de l'existence humaine. Et que par rapport à ça, ça suppose qu'on s'attaque aux conditions d'existence. C'est-à-dire qu'on essaye de changer quelque chose dans le fonctionnement. Ambroise Sabatier. Oui, Monseigneur, j'avais une question sur la piété populaire. Il m'a semblé observer une attitude parfois distante, parfois un peu dédaigneuse de la part de certains catholiques mondains et même de certains prélats au sujet de l'attachement populaire aux manifestations culturelles du christianisme. Je pense à l'attachement au clocher, au débat sur les crèches dans les mairies, aux grandes figures patriotiques comme Jeanne d'Arc, etc. Je crois qu'il faut considérer avec beaucoup de respect cet attachement populaire, même s'il s'agit évidemment plus d'un attachement culturel que d'un attachement spirituel. Et ma question était la suivante: est-ce que l'Église de France ne pourrait pas considérer cet attachement culturel au catholicisme comme l'opportunité d'une nouvelle évangélisation du peuple français? Certes, mais l'attachement culturel ne se réduit pas au clocher, ni à quelques manifestations par-ci par-là, ni au Puy du Fou. L'attachement culturel, il se manifeste aussi par l'enracinement humain de la foi, c'est-à-dire comment des gens éprouvent leur foi dans leur enracinement humain. Et je dois dire que depuis une trentaine d'années, les manifestations de piété populaire ont été largement encouragées et développées et font écho justement à ce que vous dites là. François Mandil. Oui, alors je voulais venir aussi sur Laudato Si, forcément, non mais parce que ça revient, ça fait le lien avec ce qu'on disait au tout début sur l'optimisme. Je pense que c'est l'écologie intégrale est une dimension qui redonne du sens et qui donne un sens vers où on veut aller et plutôt que de regarder vers le passé, comment est-ce que collectivement on imagine l'avenir. Et donc je trouve que c'est très important et effectivement je trouve qu'on a un peu de mal à voir la transformation. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas? Oui, si, parce que je pense que nous sous-estimons notre capacité d'influence. Je veux dire, l'Église sous-estime sa capacité d'influence. La COP 21 a été suivie par la COP 22 et il y aura probablement une COP 23 et je ne suis pas sûr que ça changera quoi que ce soit de perceptible pour chacun de nous. Ça ne va pas transformer notre manière de vivre personnelle. Mais nous sommes capables de changer quelque chose, chacun dans notre vie personnelle.
ou dans notre environnement. Et c'est cette mobilisation de base dont nous avons la clé. Voilà, pour dire, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, j'avais fait une lettre au curé de Paris pour leur dire: est-ce que vous avez étudié la possibilité de réduire le chauffage de vos églises? Ils ont tout de suite signé à 2 mains, parce que c'est des économies, ils étaient contents. Bon, parce que j'ai remarqué quand même que quand on va à l'église le dimanche, les gens qui viennent à la messe le dimanche à l'église, ils ne se déshabillent pas en entrant, hein. Ils restent avec leur équipement d'extérieur pendant 1 heure. Ils ont un peu trop chaud, ben c'est tant pis, bon, tant bien. Alors, si on baisse un peu la température, ils seront pas morts. Bon, alors, dans le fonctionnement du diocèse, dans la maison diocésaine, on a nos services diocésains, on a mis en branle un système de sélection, je ne vais pas vous dire le détail, mais de sélection des déchets, des produits, etc. On a remplacé la voiture par une voiture électrique, etc. Tout ça, c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas spectaculaire. Mais nous sommes capables de multiplier ça à plus d'1 million d'exemplaires. Oui, et puis ce que je veux dire, c'est que Laudato aussi remet au cœur le fait que ce qui est important, c'est le suivant. C'est pas un effort, en fait, c'est le prochain et non pas l'argent qui est au centre. Le mot de la fin et la question de la fin, Éminence. Au fond, quelle est la responsabilité des chrétiens aujourd'hui dans le contexte social, sociétal qu'on a largement abordé avec les différents invités aujourd'hui? Et comment répondre au défi d'agir aussi unis de manière autant sur la question à l'attention du pauvre que sur la question du respect de la vie, que sur l'attention à la famille, parce que parfois les catholiques sont très clivés sur le sujet. Voilà, comment répondre à cette responsabilité que les chrétiens ont aujourd'hui dans la société d'un point de vue politique? Prendre souci de son semblable. Si des années de catéchisme, des années de sermons le dimanche à la messe, des années de lecture, et on peut espérer de temps en temps des années de prière, ne réussissent pas à faire progresser les gens un petit peu dans le souci de leurs semblables, tout ce qu'ils peuvent dire par ailleurs n'a pas un grand intérêt. Enfin, je veux dire, comme je disais, on est français, on aime bien causer, mais ce qui va faire une question, comme dit l'Évangile, le Christ dans l'Évangile, c'est quand ils verront l'amour que vous avez les uns pour les autres, ils se demanderont d'où ça vient, c'est tout. Et l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est prendre souci de son semblable. Prendre souci et faire quelque chose. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure par l'élément déclencheur ou le coup de bascule qui fait que, après les bons sentiments ou après l'indignation ou après la colère ou après je ne sais quoi, on dit ben, tout ça c'est très bien, mais il faut maintenant que je fasse quelque chose. Et je vais me présenter au suffrage de mes concitoyens. Bon, et alors j'espère que cette émission a pu être pour au moins certains d'entre vous qui nous regardez, peut-être ce coup déclencheur pour se présenter devant le suffrage. On peut l'espérer en tout cas. On peut l'espérer. Pas Merci. tout de suite pour l'élection présidentielle, mais non, il y a déjà beaucoup de il y a candidats. des échelons préalables. Oui, peut-être au niveau local, bien sûr, au niveau des législatives. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé. Merci beaucoup, Éminence, de votre présence sur ce plateau. Et bien sûr, merci à tous pour votre fidélité. C'est évidemment une émission que vous pourrez retrouver sur le site de KTO, KTO-TV. Et puis, bien sûr, vous pouvez réagir, il y a un email, sans langue de but @ktotv.com, et n'oubliez pas, vous pouvez encore réagir sur le hashtag consacré à cette émission. Je remercie la rédaction pour la préparation de cette émission, notamment Claire Bassac, et toute l'équipe mobilisée en régie. Je vous dis à très bientôt sur KTO.